disons des choses particulières en ce moment. Tous nos concitoyens, mais les psychiatres et les pédopsychiatres en particulier. Et c'est l'occasion, du coup, de faire le point sur, finalement, comment évolue notre discipline, puisque la tension entre l'offre et la demande en ce moment est extrêmement difficile à gérer, et plus dans certains pays que d'autres, mais partout. Et puis, ça se passe dans un contexte où nos sociétés changent énormément, et nous sommes au contact des changements de la société, puisque nous nous occupons d'enfants, d'adolescents, et c'est eux qui changent, c'est eux qui anticipent les changements. Plus on vieillit, plus on est inerte dans sa tête. Plus on est jeune, plus on bouge vite. Et eux, donc, ils prennent ces changements et ils les intègrent, et ils deviennent différents de nous. Il y a maintenant, les générations se succèdent tous les 4 ans, hein, c'est absolument spectaculaire. Hein. Et donc, nous devons être extrêmement plastiques, puisque dans nos entretiens, on doit être adapté à ce qu'ils sont. Hein. Et puis, en plus, c'est vrai qu'en termes académiques, c'est quand même, dans notre discipline, un peu le bazar. Prenez l'exemple de l'autisme, par exemple. Moi, quand j'ai commencé à être pédopsychiatre, l'autisme, c'était l'autisme de Kanner, hein, c'est-à-dire des patients sans langage ou quasiment, avec une prévalence de 1 pour 1000. Et puis voilà, avec des théories psychanalytiques qui commençaient à disparaître, mais qui quand même avaient été extrêmement présentes dans les années 60 et 70. Et puis tout d'un coup, fin des années 80, on commence à dire « Ah, mais alors, il y a quelque chose qui s'appelle le syndrome d'Asperger. Alors, c'est intéressant, ça ressemble un peu, mais c'est pas la même chose. Et voilà. Et puis, début des années 2000, il y a Michael Rutter, qui est ce grand pédopsychiatre britannique, qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui a porté le concept de trouble du neurodéveloppement. Donc déjà, vous vous rendez compte du changement brutal entre une conceptualisation psychanalytique de l'autisme et puis en 30 ans, ça devenait un trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire, je reprends sa définition, une anomalie de développement du système nerveux central qui conduit à un fonctionnement mental déviant. Alors le mot est assez atroce, mais c'est écrit comme ça, déviant au sens où ça n'est pas anormal, parce qu'anormal, ça serait tout qui serait modifié. Déviant, c'est que ce sont juste des secteurs du fonctionnement psychique qui sont modifiés. Voilà, et puis peu de temps après, il y a le DSM-5 avec, maintenant l'autisme, c'est un spectre. Donc vous voyez un peu. Et puis, alors, ce qui se passe en ce moment, c'est que Greta Thunberg est autiste. Elle le dit. Alors vous me direz, ah, c'est pas un vrai autisme. Oui, mais bon, alors, qu'est-ce qu'un vrai autisme? En tout cas, elle le dit. #AspiPower. Et avec, en France, il y avait, parce que je crois qu'elle est plus tellement active, une association des autoreprésentants autistes qui s'appelait SATEDI, avec lesquels j'ai eu beaucoup de contacts. Et il disait, alors maintenant, il y a des gens qui se font passer pour des autistes, qui veulent adhérer à notre association, et ils prennent tellement nautique qu'à la fin, ils ressemblent vraiment à des autistes. Et donc, un jour, je leur ai demandé, mais comment vous faites pour savoir qui est vraiment autiste ou pas? Et alors, il a été embêté, et il m'a dit, alors oui, alors il y en a qui disent qu'il faudrait faire passer des tests, mais on n'est pas d'accord parce que les tests c'est pour les psychiatres, et bien sûr nous on n'est pas psychiatrique, donc c'est pas les tests. Alors normalement on le sent, mais c'est vrai qu'il y a des cas où on n'est pas tous d'accord. Et donc vous voyez, en fait on ne sait plus ce que c'est que l'autisme, et même à l'intérieur de la communauté ils ne savent pas. Et en fait, comme les transgenres, vous savez, il y a un débat en ce moment, qui a le droit de se dire trans ou pas? Est-ce que si on n'a pas été opéré, on a le droit? Enfin, il y a un débat dans cette communauté, et de mon point de vue, l'autisme est en train de nous échapper complètement, et c'est pas forcément mal, hein. C'est juste une réalité sociale. L'autisme devient une identité, comme être LGBT, comme être noir, comme être etc., etc., Maintenant, il y a une identité autiste.
Et alors, je vous vois certains sourire, etc., en disant, mais c'est quand même pas sérieux, l'autisme, c'est nous. Eh ben non, voilà, si vous voulez, nous avons à accepter la société comme elle est. Et si la société décide que... Il n'y a qu'à voir dans les séries télé maintenant, une série télé sur deux, il y a des personnes où on voit que le scénariste a voulu mettre de l'autisme, et on commence à en avoir avec des hyperactifs. Il y a une série canadienne où le héros, c'est un flic hyperactif qui prend de la Ritaline, et voilà, parfois on lui dit « Ah, t'as pas pris ton médicament, voilà, et etc. » Et l'hyperactivité devient aussi une identité, on va en reparler. Et du coup, alors, on peut trouver ça choquant, nous, en disant « Ah, mais oui, mais ils exagèrent, ça nous appartient. » Ben non. Voilà. Nous avons à accepter les sociétés comme elles sont. Eh ben, si l'autisme devient une identité, si l'hyperactivité devient une identité, ben, ça va être à nous de nous adapter. Donc, bien sûr, tout ça est un choc pour nous. Hein. Tout ça est un choc. Alors, c'est vrai à l'intérieur de la psychiatrie pour enfants et adolescents, mais même à l'extérieur, il se passe des choses très bizarres en termes épidémiologiques. Alors, c'est en France et c'est globalement en Europe un peu le cas, quand on regarde l'évolution de ce qui se passe dans les 20 dernières années. C'est très curieux parce que en Europe, globalement, le suicide des adolescents diminue, la consommation de tabac diminue, la consommation d'alcool diminue, la consommation de cannabis est stable et diminue un tout petit peu. Donc, et ça c'est quand même des indicateurs forts. Le suicide c'est fort, les addictions c'est facile à mesurer, globalement, et c'est assez fort. Donc, on a envie de dire que globalement, contrairement à ce que les gens pensent, ça va pas plus mal. D'un autre côté, dans les enquêtes où on fait passer des questionnaires, vous savez, HAD, tous ces trucs-là, de dépressivité, globalement, il y a quand même des indices pour dire que ça se dégrade. Alors, comment il peut y avoir en même temps une dégradation des indices de dépressivité et une diminution et une amélioration des indices de morbidité et de mortalité psychiatrique. Alors, mon interprétation, c'est que, ce n'est qu'une interprétation, c'est qu'il y a deux choses, c'est que, globalement, nos sociétés sont moins maltraitantes qu'avant. Alors, ça c'est paradoxal, nous on le sait bien. Si vous voulez, on parle beaucoup en ce moment d'inceste, de violence intrafamiliale, etc. Mais en fait, il y en a moins qu'il y a 40 ans. Il y a 40 ans, c'était un tabou absolu, et donc on n'en parlait pas. Mais aujourd'hui, on en parle, et bien sûr, c'est très bien. Et c'est toujours un problème majeur, on est bien d'accord, mais c'est moins pire qu'avant. Et comme c'est moins pire, comme tout ça, c'est les facteurs de risque majeurs de pathologie mentale des enfants et des adolescents. C'est la maltraitance précoce, ça explique une quantité énorme des problèmes qu'on voit, que ce soit les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les états limites, les tentatives de suicide, etc., etc. Il y a des montagnes de données. C'est le seul endroit où les psychanalystes, les neurobiologistes, tout le monde est d'accord. Et donc, globalement, je pense que, ces facteurs de risque majeurs se sont améliorés. Donc, on a peut-être pour ça moins de tentatives de suicide. Mais à contrario, nos sociétés deviennent plus compliquées. Et je pense que pour nos jeunes, c'est compliqué. C'est compliqué et que du coup, on aurait une montée d'indices de dépressivité. Alors, derrière se posent d'ailleurs des questions pour nous. Est-ce que la clinique change ou pas ? Et ça, c'est une vraie question. Alors, il y a des nouvelles pathologies, le hikikomori, les questions de dysphorie de genre qui existaient déjà, mais qui deviennent beaucoup plus présentes à nos consultations, je pense chez vous comme chez nous. Donc, on voit qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent, mais pour le reste, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est pas si différent que ça. Par exemple, en ce moment, on a plus de tentatives de suicide à cause de l'épidémie, vraisemblablement. Et vu de loin, on voit des structures limites qui décompensent, liées à tout un tas de choses sur lesquelles on pourra revenir si vous voulez, mais ça n'a pas l'air si différent que ça. Mais il faut se méfier, c'est que nous sommes prisonniers de nos habitudes. C'est incroyable. Vous n'imaginez pas. C'est-à-dire qu'en France, quand j'avais votre âge,
l'hyperactivité, ça existait, limite, quoi. Et donc, en fin d'internat, on me dit, ah ben maintenant, il y a l'hyperactivité. Je dis, ah bon, l'hyperactivité? Et je ne la voyais pas. Et 5 ans après, je la voyais. Vous voyez, on n'imagine pas à quel point les catégories nosographiques conditionnent le regard que nous portons sur nos patients. Et d'ailleurs, du coup, et je le referai, je vous invite vraiment à ne pas en avoir qu'une. Hein. Il faut vraiment multiplier les regards que l'on peut porter sur les patients. C'est extrêmement salutaire pour tout le monde. Et donc, il est tout à fait possible qu'en ce moment, les patients changent et que nous ne le voyons pas. Ça, c'est une vraie question. C'est à la fois une question clinique et une question de recherche. Et j'ai quand même un peu l'impression que les patients changent. Voilà, j'ai quand même l'impression qu'ils changent, mais c'est très difficile de dire, en termes psychopathologiques, ce qui se passe. Donc, en tout cas, il se passe des choses. Et puis, ce qui est sûr, je pense que c'est en Suisse pareil que chez nous, la demande de soins pédopsychiatriques augmente. Depuis 10-20 ans, hein, chez nous, le nombre de pédopsychiatres a été divisé par 2 en 10 ans, le nombre de consultations a augmenté de 50% au même moment. Et alors pourquoi? Ben parce que, alors d'un côté c'est bien parce qu'il y a ce qu'on appelle de la littératie en santé chez les parents, c'est-à-dire que les parents maintenant, beaucoup sont cultivés, il y a Internet, des émissions télé et tout ça, qui vulgarisent la notion d'hyperactivité, d'anorexie mentale et tout ça, et donc on a très tôt des parents informés qui viennent nous voir en disant « j'ai vu sur Internet et j'ai l'impression que mon fils, ma fille a ce problème ». Et donc ça expliquerait des augmentations de consultation, et c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il y a aussi un autre élément qui est le concept de santé mentale. C'est que, et alors ça aussi c'est partout sur la planète, même les psychiatres hésitent à prononcer le mot psychiatrie. Alors ça c'est un problème. Que si nous, on hésite à dire psychiatrie, vous imaginez comment la société le prononce et comment elle considère nos patients. Parce que si nous, on n'arrive pas à parler de psychiatrie, ben les politiques, ils ne vont pas en parler. Hein. Nous avons intériorisé le stigma qu'il y a contre la psychiatrie. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Et donc, on préfère dire santé mentale, c'est cool. C'est plus doux. Et quand j'en parle avec les collègues, ils disent, oui, mais c'est pas grave, c'est le même mot. Ben oui, mais les mots, ils existent. Hein. Les mots, ils existent, et il y a des définitions de la santé mentale. Et la définition de l'OMS, qui est d'ailleurs assez récente, hein, début des années 2000, qui est, ben, on retrouve le bien-être, l'autonomie, la réalisation de soi. Et moi, je vous pose la question, est-ce que votre métier, c'est de faire que vos patients soient heureux, soient autonomes, et se réalisent dans leur existence? Eh bien, la réponse est non. Non. Quand les psychiatres ont voulu s'occuper du bonheur des gens, ça c'est toujours mal fini. Nous n'avons sûrement pas à nous occuper de ça, et encore moins pour des enfants. Et donc vous voyez le problème, alors on va dire, ah mais oui, mais ça c'est des définitions. Ben oui, mais vous voyez les mots, les mots hein, ont un impact très fort, et eh ben, il y a des passages à l'acte, c'est-à-dire que ben, les politiques, ils mettent de l'argent dans la santé mentale et pas dans la psychiatrie, et c'est ce qu'on observe en ce moment. Il y a de l'argent sur le bien-être et la réalisation des enfants. Et quand nous, on dit, ben oui, mais on a besoin d'argent pour ben, des soins longs et coûteux pour des patientes anorexiques, dont certaines meurent, eh ben, ah oui, mais on donne déjà de l'argent, vous voyez. Et donc, du coup, ben, comme... Ben, tout le monde veut une bonne santé mentale pour tous les enfants. Et comme dans l'esprit, ben, santé mentale, c'est de la psychiatrie, ben, donc du coup, on associe le psychiatre à la réalisation de soi. Et on a en consultation hein, des parents qui viennent, en fait, avec une absence de motif psychiatrique. Alors vous me direz, c'est pas très grave. C'est pas très grave, sauf qu'il y a des pays, hein, aux États-Unis, 10% des garçons de 10 ans prennent des stimulants pour hyperactivité avec déficit de l'attention. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment 10% des garçons aux États-Unis pour lesquels le diagnostic soit posé. Alors vous me direz, de quel droit je dis ça? Ben, on va en reparler. À partir de quand doit-on dire? Parce que le risque, ben, le risque c'est que
vu la pression scolaire qu'il y a sur les enfants, vu l'injonction de réussite scolaire en vue de ne pas être au chômage après, ben le seuil de définition du déficit de l'attention, il est flexible. Hein. Et il y a plein de gens qui ont un déficit de l'attention à minima. Et bien sûr que, ben, pourquoi pas leur donner un stimulant qui va les doper. Et donc, est-ce que nous devons être, alors j'allais dire complices, ça a une tonalité, est-ce que nous devons participer à cette injonction sociale? C'est une vraie question, c'est une responsabilité très forte. C'est une responsabilité très forte. À tel point aussi que le collègue qui préside l'Association canadienne de pédopsie, un jour me racontait dans sa voiture que ils ont été obligés de faire une campagne de publicité auprès des médecins généralistes pour dire que les antipsychotiques n'étaient pas de bons hypnotiques pour les adolescents. Voilà. Et donc vous voyez que même à l'intérieur et à l'extérieur de notre discipline, c'est le chaos un peu, hein, c'est le chaos. Et donc on a besoin d'y voir clair et de reposer les bases. Et donc du coup, dans le temps que j'ai, et donc c'est très luxueux, j'ai beaucoup de temps pour vous parler, et c'est très bien, je vous propose de réfléchir à trois choses. Un, où en est notre société, puisqu'en fait, nos patients sont le produit de notre société, bien sûr de leur gène, on est bien d'accord, hein, il y a leur gène aussi, mais la société joue beaucoup, surtout en ce moment. Donc nos patients sont le produit de cette société, et cette société est compliquée, et en quoi elle est compliquée? Et là, il faut savoir que depuis toujours, les psychiatres ne sont pas très à l'aise avec la sociologie. Et les sociologues ne sont pas très à l'aise avec la psychologie. C'est structurel, si vous voulez. C'est que, en fait, nous voyons un sujet, deux sujets. Après, on sait qu'il y a l'école, la famille. Mais bon, on ne peut pas changer l'école en consultation. Enfin, à la marge. Donc, pour nous, c'est négligeable, si vous voulez. Bon, ben voilà, on sait qu'il y a une société, elle est comme ça. Mais bon, ça ne sert à rien pour le petit Martin qui est en face de moi. Mais en fait, si, ça sert parce que ça nous permet de comprendre dans quoi il vit. Et donc, il faut s'intéresser à la sociologie quand on est pédopsychiatre. C'est vraiment important. Donc, on essaiera de réfléchir aux évolutions de nos sociétés et en quoi ça a un impact sur la vie psychique de nos patients. Après, on se posera la question, mais finalement, nous, qui on est? C'est quoi notre métier? Parce que c'est pas si clair que ça. En France, il y a des pédopsychiatres qui font que des psychothérapies. Eh ben, je trouve que c'est pas bien. Voilà, je trouve que c'est pas bien du tout. Il y a des pédopsychiatres qui prescrivent que des médicaments. Eh ben, je trouve que c'est pas bien non plus. C'est pas bien non plus. Ben alors, du coup, quel est notre métier? Et notamment, ça c'est une question qui se pose dans tous les pays, en quoi un pédopsychiatre c'est différent d'un ou une psychologue qui s'occupe d'enfants? Parce que les psychologues, ça coûte beaucoup moins cher. Hein. Et donc, pour les hommes politiques, c'est une vraie question. Et puis la troisième phase, ça sera donc et notre système de santé, comment on l'organise à partir de tout ça, quoi. À partir de la société, de ce que nous sommes nous en tant que professionnels de santé, comment organiser un système de soins pédopsychiatriques. Alors on commence sur la question des sociétés, où c'est passionnant. Alors d'abord, une société, c'est un commun. Hein, c'est des gens qui sont ensemble avec quelque chose en commun. Et on n'imagine pas d'ailleurs comment, enfin si, dès qu'on réfléchit, puisque c'est quand même la communication, la socialisation, ça fait partie quand même des choses qui nous intéressent. Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce qui se passe à un rond-point. Quand vous arrivez en voiture à un rond-point, c'est un exercice de théorie de l'esprit extraordinairement sophistiqué. C'est qu'il y a le code de la route, hein, c'est-à-dire il y a des lois qui gèrent notre commun. Mais il n'y a pas du tout que les lois. Il y a plein d'implicites. Hein. Quand on arrive à un carrefour, à un rond-point, vous avez une autre voiture qui arrive, est-ce que vous la laissez passer ou pas? Il y a une ambiguïté sur les règles. Hein. Et vous voyez en fonction de l'assertivité de l'autre conducteur, si vous voyez s'il s'engage brutalement, vous allez dire, lui, il ne va pas s'arrêter, je vais m'arrêter. Vous voyez, c'est extrêmement... Et si vous êtes différent, il y a des accidents. Si vous n'avez pas compris ça, donc le fait que nous soyons ensemble avec le même fonctionnement psychique est super différent, est super important. Super important. Et tout ça s'est étayé, et c'était étayé avant, mais ça l'est toujours, autour de récits communs qui construisent un imaginaire collectif, ce qu'on appelle des mythologies. Alors ça fait un peu ringard, mais en fait,
nos sociétés sont construites sur des mythologies. Et alors, à l'origine, c'était assez simple. À l'origine, il y avait des mythologies religieuses, c'est-à-dire il y avait des rois et des dieux. Et tout le monde croyait dans le même Dieu. Alors, sauf d'un pays à l'autre, et du coup, on se faisait la guerre. Parce que ça mettait en danger, ça mettait en tension notre commun. Hein. D'ailleurs, c'est encore toujours un peu d'actualité, vous avez remarqué. Hein. Donc, il y avait des rois, et en général, Dieu était avec le roi. Et donc, du coup, c'est très simple. Hein. Tout le monde va à la messe le dimanche, en tout cas dans nos religions. Et ça structure une pensée commune, un imaginaire commun. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, celui qui était athée était fou. Et donc vous voyez déjà comme notre rôle n'est pas du tout négligeable par rapport à ça. Hein. Pendant longtemps, celui qui ne croyait pas en Dieu était fou. Et à certains endroits, aujourd'hui, ça serait presque le contraire. À la limite, croire en Dieu, c'est subdélirant. Hein. Où est-il? Quelle est la preuve? Voilà, c'est une idée délirante qui ne repose sur aucun élément de réalité factuelle. Donc voilà, la vie était simple. Et puis, ça a changé, alors quand, au XVIIe, XVIIIe siècle, etc., sur du long terme, c'est-à-dire la raison est arrivée. Alors tout ça, ça ressemble un peu à un arbre qui pousse. C'est-à-dire qu'au début, il y avait des dieux dans des pays, ça fait un peu comme des racines, et puis tout d'un coup, émerge un tronc à la lumière, où c'est la raison, la science, et donc, avec un langage différent, les mathématiques, où on a maintenant une représentation commune de l'univers avec des atomes. Nous sommes tous construits à partir de molécules, et ça, nous sommes tous d'accord ici. Vous voyez. Mais en Amazonie, cette notion n'a aucun sens. Mais nous, ça nous structure. Nous sommes constitués d'eau, et c'est la même eau que l'eau de la rivière, que l'eau du lac qui est en bas. Voilà. Alors qu'en Amazonie, ça n'a rien à voir. L'eau qu'il y a dans le lac n'a rien à voir avec l'eau qui est à l'intérieur de moi. Donc, mais nous, c'est notre pensée. Il y a des atomes, il y a des cellules et il y a un cerveau. Et vous voyez où je veux en venir. Et donc le sujet pensant est en lien avec son cerveau. Et donc il y a une espèce, du coup, vous savez, d'universalité de l'humain. Nous sommes tous identiques et nous avons un cœur. Oui, tout le monde ici a un cœur. Voilà. Donc il y a une universalité et il y a une rationalité du monde. Le monde est rationnel, il s'explique avec des équations, etc., etc. Et alors, j'allais dire, il y a un problème, il y a quand même, c'est un succès. Grâce à ça, il y a quand même des vaccins à ARN messager dont je profite. Et donc, merci la science. Et puis voilà, grâce à ça aussi, j'ai pu venir vous voir, parce que sinon, ça aurait été plus compliqué. Donc cette pensée, cette modernité, cette pensée rationnelle a conduit à des succès concrets qui sont extraordinaires. Enfin, l'humanité n'a jamais connu de succès dans sa construction, de progression dans sa construction, plus rapide que dans les 200-300 dernières années. Alors néanmoins, il y a eu des effets collatéraux, c'est que notre société a une mythologie de l'universalité, mais c'est un peu une fausse mythologie comme il y a des faux selfs. C'est-à-dire qu'on dit que nous sommes rationnels, mais bien sûr, c'est pas vrai. On le sait bien, nous, que les gens, normalement, d'ailleurs, vous savez, les économistes, pendant longtemps, disaient « l'objectif des êtres humains, c'est d'être heureux ». Et ils maximisent leur utilité. Hein. Et en fait, on sait que c'est plus compliqué que ça. Et alors nous, on le sait en consultation, il y a plein de gens qui ont pour objectif dans la vie de se rendre malheureux. Et le problème, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Hein, et que du coup, ils sont malheureux. Mais pourtant, c'est ce qu'ils veulent. Donc vous voyez, il y a un truc qui est plus compliqué que ça, en fait. C'est plus compliqué que ça. Et ça, c'est le premier problème. Alors, c'est un premier problème lié à la modernité. Le deuxième, c'est que, quand même, chez les humains, il y a ce qu'on appelle l'intériorité. Alors, c'est très drôle. Quand on parle d'intériorité, vous voyez à quoi je fais allusion. C'est-à-dire que nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes quelque chose d'assez mystérieux
qui a l'air immatériel, qui fait que nous pensons. Et alors c'est très amusant, c'est que quand on dit ça, ça rend les gens mal à l'aise, même les psychiatres. Quand on dit, à l'intérieur de nous-mêmes, on a une vie psychique, qui est un truc, voilà, c'est la pensée. Les gens se disent, mais de quoi il veut parler? Il veut parler de l'âme, des choses là, mais c'est quand même pas sérieux. Oui, mais ben oui, et vous savez que c'est une réalité anthropologique. Même en Amazonie, les gens ont une intériorité. Ça a été étudié par des anthropologues. Tous les humains sur Terre ont une intériorité et une physicalité. C'est-à-dire ils savent qu'il y a de la matière, mais ils savent qu'aussi, à l'intérieur d'eux, il y a quelque chose que souvent ils appellent les esprits. Et d'ailleurs, en Amazonie, vous voyez, nous on partage la même eau que l'eau du lac, eux ils partagent le même esprit que l'esprit du lac. Voilà, alors, mais sauf que dans la modernité, où est l'intériorité? Parce qu'il y a un cerveau, mais le cerveau, c'est pas l'intériorité. Alors, où est l'intériorité dans la modernité? Eh ben, c'est compliqué. Elle est dans les sciences cognitives, en fait. Hein. Elle est dans l'homme qui a un cerveau qui traite l'information, en fait. Hein. Et notre intériorité ressemble un peu à ce que fait un ordinateur. De là, le succès des intelligences artificielles qu'il y a en ce moment. Vous voyez, du rapport très particulier qu'on a avec les intelligences artificielles, puisqu'en fait, quelque part, selon la modernité, les intelligences artificielles, elles sont comme nous, finalement. Et d'ailleurs, ça nous angoisse beaucoup hein, de penser que nos téléphones sont en voie d'être comme nous. À la fin, on est tellement proche d'eux que ça a l'air d'être le cas. Donc la modernité a quand même un questionnement autour de l'intériorité et autour de l'intersubjectivité. Et là, je pense que vous voyez ce que je veux dire quand on parle d'intersubjectivité. Quand on est en consultation, on est dans une rencontre. Ce n'est pas juste un entretien clinique, sémiologique. Hein? Il y a une rencontre avec une famille, des enfants, et c'est une rencontre forte entre sujets. Ça, c'est où dans la modernité c'est pas simple. Du coup, il y a eu autre chose que la modernité. Il y a eu la postmodernité. Et donc, c'est arrivé au 19e siècle avec des philosophes, Nietzsche, avec des économistes, Marx, avec des psychologues ou des neurologues, Freud, qui disent, donc là, ce qui est vrai, ça n'existe pas. Alors, je ne défends pas la postmodernité, hein, je présente juste, ils disent, le vrai n'existe pas, il n'y a que la culture, c'est-à-dire le vrai est toujours conditionnel à l'endroit où on est. Alors je vous garantis que pour un mathématicien, c'est quand même difficile à avaler. Hein. La somme des trois angles d'un triangle fait 180 degrés, qu'on soit en Amérique du Sud ou en Suisse, c'est toujours vrai. Hein. Donc quand même. Mais c'est pas de cette vérité qui parle, hein, c'est de la vérité des humains, quoi. Donc la vérité n'existe pas, l'universalité n'existe pas, il existe des classes sociales, et un ouvrier, c'est pas pareil qu'un patron, ils sont pas pareils dans leur vie, et puis Freud, il dit, la rationalité, ça n'existe pas, les gens sont compliqués, il y a un inconscient, et il ne veut pas forcément ce qu'on veut, et donc d'ailleurs, qu'est-ce qu'on veut vraiment, d'ailleurs, qui on est vraiment, on ne sait jamais trop, voilà, tout est compliqué, c'est le chaos. C'est le chaos, et du coup, il n'y a plus d'universel, il n'y a que du singulier. Et aujourd'hui, ouvrez les yeux, enfin, il suffit de réaliser, il y a plein de gens qui se sentent uniques. Et il y a le très beau titre d'un livre écrit par Elisabeth Roudinesco, récemment, Soi-même comme un roi. C'est-à-dire vraiment, vous avez plein de gens aujourd'hui qui sont les rois de leur vie. Et ça complique l'existence, quoi, hein, ça complique le commun. Mais c'est une réalité. Donc, on en est là, et c'est pas fini, ça bouge tellement vite qu'il y a aussi ce qu'on appelle maintenant l'hypermodernité. Il y a la postmodernité, il y a l'hypermodernité. Alors, c'est des philosophes qui disent, et des sociologues, que tout va toujours plus vite. Alors ça, c'est vrai. Tout va toujours plus vite. Tout va toujours plus vite. Tout est globalisé, mondialisé, on en veut toujours plus. Et d'ailleurs, du coup, ça pose des problèmes systémiques, écologiques. Mais c'est vrai qu'on en veut plus, on en veut plus, on veut plus vite, etc.
Avec pour nous deux choses que je trouve très intéressantes, c'est que quand même, du coup, l'hyperactivité avec déficit de l'attention devient un concept structurel pour la société, parce que comme tout va toujours plus vite, ben en fait, eux, ils sont un peu le symbole de l'hypermodernité. Ils vont très vite. Et quelque part, ça pose des problèmes, bien sûr, à l'école, etc. Mais quelque part, ils sont un peu le porte-drapeau de cette hyperkinésie sociétale. Et d'ailleurs, vous avez vu que quelque part, ils fascinent. Et ça revient à ce que je vous disais au début, l'hyperactivité devient quelque chose de différent. Hein, il y a une certaine fascination pour cette hyperactivité qui est un peu en résonance avec notre hyperactivité à nous. Hein. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a un sociologue, alors il a dit il y a 100 ans, et alors mais je trouve ça assez fascinant, il dit que dans nos sociétés hypermodernes, il y a un mal de l'infini. C'est-à-dire que comme tout est possible potentiellement pour tout le monde, eh bien les gens sont dans un mal de l'infini de ce qu'ils pourraient devenir. C'est-à-dire il n'y a plus de limite à l'idéal du moi. L'idéal du moi peut devenir, et d'ailleurs en consultation, on a plein de patients qui veulent devenir professionnels de football. C'est vraiment juste, et alors ils sont déçus forcément, et la plupart ils sont déçus. Et alors ça a un bon côté, hein. Ça veut dire que tout est possible, donc je peux devenir homosexuel, je peux devenir, et c'est très bien, donc il n'y a plus la société, mais moins de limites au possible, donc ça, il y a aussi un bien de l'infini, il n'y a pas de problème, hein. Et puis il y a Wikipédia. Wikipédia, c'est l'infini du savoir que vous pouvez avoir, même quand vous êtes très pauvre chez vous. Donc c'est très bien, mais ça a un côté déstabilisant pour beaucoup de jeunes, c'est que ils sont noyés devant ça et ils ne savent. Et je pense qu'il y a beaucoup de phobies scolaires. Alors vous savez que le mot est foireux, mais bon, vous voyez de quoi je parle. Quand même, quand on gratte, c'est pas du tout anxieux, c'est que je ne vais pas à l'école parce qu'en fait, je ne veux plus jouer la personne que je joue. Parce que je veux tellement être quelqu'un de bien, d'extraordinaire et de fantastique que je suis obligé de jouer en permanence ce rôle. Et à la fin, ça m'épuise, je suis complètement perdu sur ce que je suis réellement et je reste chez moi, dans mon lit, ou comme ça, au moins je suis là avec mon téléphone et je veux plus jouer. Alors, il y a l'hypermodernité et il y a l'hyperréalité. C'est aussi d'autres sociologues et philosophes qui disent qu'aujourd'hui, et c'est quand même vrai, on est envahi par les signes et les symboles. On est envahi par le symbolique. Il n'y a qu'à voir. Hein. En permanence, vous envoyez des textos, des emails, etc., etc. Et ça, c'est du symbolique. Hein. Et d'ailleurs, les rencontres amoureuses se font de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et vos photos, d'ailleurs, qui sont sur ces réseaux sociaux de rencontres, sont photoshopées. Donc tout est faux. Tout est faux. Il y a un bannissement de la réalité. D'ailleurs, j'étais à l'hôtel ce matin, je me lève, je prends le petit déjeuner, les fleurs étaient en plastique. Les fleurs sont en plastique et ça gêne personne. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est l'image qu'on se fait de la fleur. C'est pas la fleur en elle-même. Et même, vous voyez, alors, c'est un truc très intéressant parce que peut-être ça va vous choquer. Mais, quand j'étais enfant, la voisine, de temps en temps, m'emmenait aller tuer le lapin. Donc voilà, elle avait un clapier avec des lapins. Elle dit, tiens Bruno, on va aller tuer le lapin. Alors moi je l'accompagnais, j'avais 8 ans. Hein. Donc elle prend le lapin par les oreilles, elle lui file un grand coup de bâton sur la nuque, elle prend un couteau, elle lui coupe les carotides, elle le tient par la queue, elle attend que le sang tombe. Et l'objectif, c'était que je regarde. Je regarde les trémulations du lapin, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la rencontre du réel. C'est le réel. Alors, vous vous dites, c'est traumatogène, parce que le réel, ça a à voir avec le syndrome de stress post-traumatique, les accidents de la route et tout ça. Donc ça, c'est votre réaction à vous. C'est un trauma, voilà, les traumas complexes des enfants, etc. C'est pour ça qu'il est devenu pédopsychiatre et tout ça, etc.
Alors, ben moi je m'interroge. Je m'interroge, est-ce que finalement, c'est pas bien de savoir ce qu'on mange? Quand on mange de la viande, de savoir qu'avant, il y avait un lapin qui vivait, et entre le moment où il a vécu et le moment où on le mange, eh ben on l'a tué. Et quand on le tue, eh ben, il y a du sang qui coule. Alors oui, c'est traumatogène, mais bon, honnêtement, j'ai pas de PTSD à cause du lapin. Alors peut-être qu'il y aurait des enfants qui l'auraient eu, d'accord, peut-être, peut-être. Mais dans ma vie, c'est important que je sache comment on tue un lapin. Voilà, c'est une rencontre de la réalité, du réel, qui est, je trouve, initiatique. Aujourd'hui, c'est juste impensable d'amener un enfant à aller voir tuer un lapin. C'est juste de la maltraitance, hein. Pourquoi? Ben parce que, voilà, le réel est escamoté. Et je pense que, bien sûr, ça a un impact sur la façon dont nos patients sont en relation avec la réalité, etc. Et avec leur façon de gérer. Ben, c'est que dans la vie, parfois, on rencontre le réel aussi, hein. Alors, c'est pas sûr quand tu as un lapin, ça soit la meilleure façon de rencontrer le réel. Je dis pas ça, hein, mais quand même, la question se pose, hein. À force d'être dans une hyper-réalité qui est complètement digitalisée, symbolisée, ça nous transforme en profondeur. Et du coup, l'intériorité, vous voyez, quand il n'y a plus que du digital et tout ça, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'intériorité, c'est compliqué, elle se rapproche de celle d'un ordinateur, hein. Et puis, l'intersubjectivité, vous voyez, aujourd'hui, on en arrive, alors peut-être que c'est bien aussi, c'est juste une constatation, on est en train de discuter que, avant d'avoir un rapport sexuel, il faudrait écrire un contrat sur ce qu'on est prêt à accepter ou pas. Je dis pas que c'est mal, hein, mais vous voyez, c'est contractualisé, donc c'est du symbolique. Alors que normalement, le rapport sexuel, c'est pas trop symbolique, hein, c'est vraiment, là, on est même au-delà de l'imaginaire, hein, on est dans les corps, dans la réalité, hein, même dans le réel, hein. Eh bien non, on contractualise ce qui se passe avant, et d'ailleurs ce qui pose plein de problèmes, hein, parce que si jamais en cours de route on a envie de changer d'idée, du coup est-ce qu'il faut s'arrêter, changer le contrat, etc. Ça va compliquer. Et alors ce qui est drôle, hein, enfin drôle, ce qui est fascinant, c'est que quelle est la figure emblématique au niveau de nos sociétés de l'hyperdigitalisation de l'humain? C'est l'autiste. Dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire, la personne autiste est une personne qui a une pensée abstraite, symbolique, etc. Ce qui n'est pas complètement vrai, mais pas complètement faux non plus. Et du coup, moi je pense que c'est pour ça qu'il y a une fascination pour l'autisme, comme il y a une fascination pour l'hyperactivité, parce que c'est une façon de nous voir comme nous allons devenir si la société évolue encore plus comme ça. Quelque part, nous sommes tous en train de devenir un peu hyperactifs et autistes. Alors, voilà où on en est, quoi. Alors, donc, effectivement, c'est assez vertigineux, hein, puisque tout ça se déroule pour le dire vite, c'est depuis le début des années 2000, hein, fin des années 90, en 20, 30 ans, tout ça se passe. Donc, vous imaginez, alors qu'Homo sapiens a 200 000 ans, quoi. On a 200 000 ans, et en 20 ans, ça change, mais avec une brutalité extraordinaire. On vit à une époque fantastique, authentique, et surtout quand on est psychiatre, parce que nous, on voit du coup, tous les jours, on voit ça, surtout pédopsychiatre, puisqu'on voit ça en construction, en développement, c'est fascinant, mais du coup, ça nous impose de réfléchir à tout ça, de l'avoir en tête. De l'avoir en tête, et vous voyez, il y a des choses très concrètes, hein. Je suis intimement persuadé que la notion de trouble neurodéveloppemental va être abandonnée d'ici une dizaine d'années, parce que on ne peut pas dire que Greta Thunberg a une anomalie du développement du système nerveux central. Je ne dis pas que les troubles neurodéveloppementaux n'existent pas. Je dis juste que nous n'allons plus pouvoir le dire dans les manuels. Parce que si on dit ça, on va se faire massacrer. Voilà, on va se faire massacrer. Si l'autisme devient une identité, si l'hyperactivité devient une identité, nous ne pourrons plus dire que c'est un trouble neurodéveloppemental, parce que ça sera perçu par la société comme une agression
une normativité psychique de médecins autoritaires, patriarcaux et compagnie. Même si vous êtes des femmes, c'est pas le problème. Hein. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Hein. Et donc, il faut que nous fassions extrêmement attention aux mots que nous utilisions, qu'il y ait des différences neurodéveloppementales. Je pense que c'est vrai, que ça soit des troubles, non. Qu'il y ait une souffrance psychique qui nous regarde en lien avec ces différences neurodéveloppementales, ça oui. Et d'ailleurs, les autistes à qui j'en ai parlé sont complètement d'accord. Ils disent pas qu'ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous parce qu'ils sont en souffrance du fait que la société ne les comprend pas. Mais ils n'ont pas besoin de nous parce qu'ils sont autistes. Alors vous me direz, oui mais ça c'est les autistes du côté du spectre, hein, mais nous on a les autistes de l'autre côté. Eh bien oui, mais sauf qu'en termes de prévalence, 90% des TSA aujourd'hui, eh ben, c'est pas des canards. Hein. C'est juste la réalité épidémiologique. Hein. Les troubles du spectre autistique, c'est... Ben, plus ça va, plus ça augmente, ça va se stabiliser vers 2-3% de la population. Canard, c'est 1 pour 1000. Donc voilà. Alors vous me direz, oui, mais c'est pas bien. C'est pas la question. La question, c'est que c'est comme ça. Peut-être que ça va changer, mais je crois pas. Hein. Je crois pas. Je crois que c'est parti comme ça, parce que la société s'est structurée autour de différences, autour de la singularité, et que les gens s'approprient une singularité en tant que fonctionnement psychique, et pas qu'en tant que sexualité, en tant qu'origine ethnique, etc. Et que ça va vraiment être de notre responsabilité d'accompagner ces changements. Et alors, ça je vous le dis, je sais que quand je dis ça, j'ai des collègues qui hurlent en disant que c'est n'importe quoi, mais bon, c'est le plaisir qu'on a de pouvoir discuter ensemble, et pas que dans des revues internationales à comité de lecture. Parce que franchement, l'enjeu est important en termes de notre crédibilité. Alors du coup, face à ça, nous, c'est quoi notre job? Et donc, il faut revenir aux fondamentaux, parce que les fondamentaux, ils existent, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils existent, vous voyez, revenons aux fondamentaux, quelle est la définition d'un malade? Eh bien, ce qui est drôle, c'est que, en fait, les anglophones n'ont pas l'équivalent du mot malade. Alors, je vois des sourcils qui se froncent. Eh oui. Ils ont patient. On a patient, hein, mais patient, c'est l'usager du système de soins. Le malade, c'est pas ça. Hein, le malade, il n'y a pas d'équivalent du mot malade en anglais. Il n'y a pas d'équivalent. C'est très intéressant. Et quelle est la définition d'un malade? Alors, surtout pas ce qui est marqué dans les livres. Ce qui est marqué dans les livres, c'est celui qui a une maladie. Bien sûr que non. Bien sûr que la maladie vient après le malade. Le malade préexiste à la maladie. C'est juste une évidence. Hein. Le malade, la définition, c'est celui qui se sent suffisamment mal pour sonner à la porte d'un médecin. Vous voyez, hein, c'est la plainte qui détermine le malade. C'est Georges Canguilhem. Et ça tient toujours la route. Et même en psychiatrie, quoi qu'on en dise. Alors vous me direz, oui, mais du coup le malade psychiatrique il est particulier, c'est vrai. Le malade psychiatrique, hein, c'est celui qui est en rupture du fait de son comportement ou de son fonctionnement psychique. C'est être en rupture. Le malade, c'est celui qui est en rupture. Et c'est cette rupture qui fait qu'il y a la demande de soins. Vous avez tous été malades une fois dans votre vie, et c'est vrai qu'on est différents fondamentalement. On sent qu'on n'est plus un pur esprit, qu'on va mourir, etc., etc., etc. C'est cette rupture qui fait la médecine. Et la psychiatrie, c'est que c'est en lien avec le comportement ou l'intériorité. Alors la pédopsie, c'est plus compliqué, c'est plus compliqué. Et ça, les collègues psychiatres pour adultes ne le voient pas du tout. C'est que nous, eux, leur plainte vient de leurs patients. Alors vous me direz, ah non, quand s'il délire, c'est pas lui, taratata, 95 fois sur 100, la plainte du patient psychiatrique en psychiatrie pour adultes vient du patient, un trouble, un TOC, etc., une attaque de panique, et même la schizophrénie. Nous, c'est pas pareil, parce que nous, en consultation, c'est rarement le patient qui vient consulter de lui-même. Hein. Il est amené par la société. Et donc le patient pédopsychiatrique, c'est le lieu d'expression d'une plainte collective.
C'est le lieu d'expression d'une plainte collective focalisée sur un enfant ou un adolescent, en lien avec une rupture dans son comportement ou dans son fonctionnement psychique. Donc c'est le lieu d'expression d'une plainte collective, et c'est ce qui fait que l'exercice de ce métier est fondamentalement différent de l'exercice de la psychiatrie pour adultes. Nous nous occupons d'une plainte collective qui est pointée sur un petit bonhomme ou une petite bonne femme. Et ce qui a son importance, parce que une prescription ne se fait pas à une collectivité, une prescription se fait à un sujet. Vous voyez ? Et donc, du coup, une prescription doit s'accompagner beaucoup plus qu'en psychiatrie pour adultes, parce que le risque, bien sûr, est de tout mettre sur l'enfant. Alors après, qu'est-ce qu'une maladie psychiatrique? Les maladies sont des constructions. Les maladies sont des constructions qui aident les médecins à organiser le soin. C'est tout. Il ne faut pas en faire le pataquès. Et nos maladies ne sont pas très différentes des autres. On dit toujours les maladies psychiatriques, il n'y a pas d'étiologie. C'est pour ça que dans le DSM, on dit disorder. Est-ce que vous connaissez l'étiologie de la leucémie aiguë lymphoblastique? Il n'y en a pas. Et pourtant, c'est une maladie. On ne va pas dire que c'est un trouble. Leucémie aiguë, c'est une maladie. Voilà, et ça n'angoisse pas les hémato-oncologues. Donc, les maladies, c'est des constructions. Et d'ailleurs, on dit, les psys, ils ont plein de maladies, c'est absurde. Alors, il y a 3 ans, il y avait 70 types de sarcomes des tissus mous. 60, et pareil que maintenant, il y en a plus de 100. Plus de 100 types de sarcomes des tissus mous. Vous vous rendez compte un peu la folie que c'est. Alors nous, on est très loin de ça. Donc oui, les médecins mettent plein de maladies. Si ça aide à faire le soin, pourquoi pas. Puis si ça aide pas, ça sert à rien. C'est tout. Alors après, c'est quoi notre job? Notre job, c'est de soigner les patients pédopsychiatriques, comme on les a définis. Alors en quoi on est spécifique? On a des spécificités qu'on n'imagine pas. Alors bien sûr, on sait ce que c'est qu'un corps, puisqu'on est médecin. Et les gens savent qu'on sait ce que c'est qu'un corps. Et ça, les gens, ils le savent. Quand on parle d'effets indésirables, de choses comme ça, on parle comme médecin. Vous voyez, les gens, ils voient qu'on sait de quoi on parle, quoi. Quand on dit, ah, attention, il y a la tension artérielle, ah, il a un souffle, il faut faire attention, le méthylphénidate, il y a un risque quand il y a de valvulopathie, donc il faut un avis cardio. Vous voyez, pour nous, ça fait partie, j'allais dire, de notre ADN, quoi. On est conditionné comme ça, et les gens le sentent. Après, du coup, comme on est médecin, on a été aux urgences et on a tous eu à régler des douleurs thoraciques aiguës. C'est-à-dire, on a tous eu à gérer un truc vite, en prenant une décision vite, dans un cadre où le patient risque de mourir. Ça, c'est très médical, vous voyez, c'est très médical. Et on le retrouve dans nos prises en charge. Quand vous êtes aux urgences, qu'il y a une adolescente qui arrive pour tentative de suicide, vous devez la voir et vous devez dire si oui ou non elle rentre chez elle. Vous voyez, ça, c'est très médical. Même si c'est psychiatrique, c'est le job d'un médecin parce qu'on est conditionné à prendre des décisions graves en peu de temps. Et d'ailleurs, vous avez dû remarquer que pour un ou une psychologue, c'est beaucoup plus difficile de gérer ce type de situation. Et si je vous le dis, c'est qu'en ce moment, en France, il y a des endroits où les pédopsychiatres ne peuvent plus voir les tentatives de suicide d'adolescents. Ils sont à la limite là par téléphone. Et donc là, pour moi, c'est un carton rouge. C'est-à-dire que là, il y a un problème de priorité. La tentative de suicide de l'adolescent est une priorité absolue qui relève de la pédopsychiatrie et pas du reste, d'une façon ou d'une autre. Alors après, être pédopsychiatre, c'est développer une technique d'entretien, comme un chirurgien développe avec ses mains une technique pour faire les sutures de plans profonds et de trucs comme ça. Et alors ça, c'est notre malédiction. Les gens sous-estiment considérablement ce que c'est que de développer une technique d'entretien, ce que c'est que de parler avec un enfant de 3 ans. Eh bien, ça s'apprend et ça demande du temps. Ça demande un savoir-faire. Alors, tout le monde a l'impression de savoir parler avec un enfant. En fait, non. Et ça, du coup, ça a un impact sur la lisibilité de notre discipline.
Alors après aussi, c'est quelque chose que l'on ne voit pas forcément et qui n'est pas forcément bonne presse, c'est que un médecin, eh bien socialement, on tolère qu'il ait des positions d'autorité. Et ça n'existe pas avec les autres professions qui sont dans la galaxie de la pédopsychiatrie. Voilà, socialement, un médecin a le droit de dire écoutez, je me fâche, non, ça va pas, vous avez une BPCO, vous fumez, si ça continue comme ça, ça va mal se passer. Vous voyez, normalement, on ne devrait pas avoir le patient est citoyen, acteur de sa santé, etc., jusqu'à un certain point. À un moment donné, vous voyez, une personne âgée qui est déshydratée, qui arrive aux urgences, qui veut rentrer chez elle, on va dire non, on ne peut pas vous rentrer, on peut pas vous laisser partir chez vous. On va vous garder, on va vous perfuser, et puis on verra après. Vous voyez, et on va forcer. Normalement, le consentement doit être obtenu, voilà. Mais bon, sauf que dans la réalité, vous voyez, on tolère qu'il y ait une marge de position d'autorité. Ben avec nous aussi. Et ça, je suis sûr que vous le vivez. Par moment, on dit non, là je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Je suis pas d'accord. Vous pouvez être contre les médicaments, je le comprends, mais là votre enfant, c'est pas parce que vous avez des idées sur les médicaments que lui il doit en payer les pots cassés. Et donc, moi je vous dis que il faut une prescription. Voilà, c'est mon point de vue. Vous voyez, on a le droit de dire par moment. Et là, alors que pour un ou une psychologue, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir un point. D'ailleurs, en psychothérapie, on dirait pas vraiment un truc comme ça. Sauf exception. Alors, le pédopsychiatre aussi, et ça nous différencie des autres spécialités médicales, on est sans théorie fixe, c'est-à-dire un néphrologue, il a un corpus théorique de la néphrologie. Un cardiologue, c'est pareil. Un dermatologue, c'est pareil aussi. Un cancérologue, c'est pareil aussi. Nous, on n'a pas le même corpus théorique, ne peut pas expliquer pourquoi il y a des patients qui résistent à l'olanzapine et pas à la clozapine, et pourquoi un père qui aime son fils le viole tous les soirs. Il n'y a pas de théorie qui explique tout. Donc on est obligé de piocher dans plein de disciplines théoriques. Ça en fait le charme, mais ça en fait aussi la complexité. C'est que du coup, eh bien, on est obligé de jongler et il n'y a pas de vérité. D'ailleurs, qui sont en général des pseudo-vérités. Parce que même en cardio, il n'y a pas de vérité. C'est qu'il y a des patients qui ne prennent pas leur statine. Donc du coup, le traitement, il n'est pas efficace. Donc c'est toujours plus compliqué que ce que les médecins pensent. Mais nous, ça se voit tout de suite que c'est compliqué. Et puis, alors, ce qu'on n'est pas, alors ça c'est les vraies questions, parce qu'on voudrait tout faire. Ce qu'on n'est pas, c'est, alors ça va vous choquer aussi, on n'est pas psychothérapeute, en tout cas pas psychothérapeute à temps plein, ou en tout cas pas trop psychothérapeute. Et en tout cas, franchement, si on est psychothérapeute, c'est pour nous. Et ça, j'en ai beaucoup discuté avec plein de collègues partout. Parce que je leur dis, on est tellement peu nombreux, on a tellement de patients à voir. Si on fait une psychothérapie à une séance par semaine, et alors là, il ne faut pas s'étonner que la liste d'attente, elle soit de 6 mois. Alors ils me disent, oui, mais tu comprends Bruno, c'est important de s'inscrire dans des soins, dans la durée, etc. Oui, je dis, c'est important pour toi. Alors bien sûr, tu fais du bien à ton patient, il n'y a pas de souci. Mais des psychothérapeutes, il y en a qui coûteraient moins cher et qui feraient le même boulot. Et donc, oui, mais c'est vrai, ça aide le psychiatre à construire, à sa formation continue. Donc, je l'accepte, mais il faut qu'on soit lucide, si vous voulez. Il faut qu'on soit lucide, et aussi avec nos directeurs, nos administratifs, nous avons besoin d'avoir une activité de psychothérapie. Je sais qu'en Suisse, vous êtes formés beaucoup à la psychothérapie, c'est très bien. Et vous êtes un des seuls où ça soit autant important, c'est très bien, et il faut le faire, il faut exercer, mais pas plus d'une journée par semaine. Sinon, vous ne rendez pas service à la société, vous vous rendez service, et à votre patient, mais pas à la société. Et puis pareil, aller dans les écoles pour arranger, alors j'ai plein de collègues en France qui vont dans des réunions dans les écoles, ça ne va pas. C'est-à-dire, pour un patient, vous vous déplacez, à l'école, 1h30 de discussion, vous rentrez chez vous, vous avez perdu une matinée, et à une matinée, vous pouvez voir 6 ou 8 patients. Donc, c'est pas raisonnable. C'est pas. D'ailleurs, il y a des pays, je ne sais pas ce que c'est en Suisse, mais il y a des pays où il y a
des personnels qui sont formés explicitement pour aller dans les écoles. Alors on peut y aller de temps en temps, là aussi. Alors dans les 5 minutes qui me restent, un petit mot sur les organisations. Ah bon, très bien. Très bien, très bien. Dans le temps qui me reste, alors, et puis moi je serais aussi très content de vous entendre aussi, hein, parce que je parle beaucoup. Au niveau des organisations, alors ça c'est plus abstrait, puis on n'aime pas trop ça, nous en général, s'occuper des organisations de soins, et on a tort, parce que si c'est pas nous qui nous en occupons, c'est les autres qui s'en occupent pour nous. Donc on doit réfléchir à ça. Alors, le premier point qu'il faut réaliser, si vous voulez, il y a plein de congrès où on demande, alors, est-ce que vous savez combien il faut de pédopsychiatres et de personnel non médical par rapport au nombre d'enfants qui existent dans un pays? Vous voyez, la question de base, plein de pays émergents qui voudraient savoir comment dimensionner l'offre de soins par rapport à la population. En fait, on ne peut pas répondre à cette question parce que la demande de soins s'adapte à l'offre en pédopsychiatrie. Et ça, c'est différent de la cancérologie, si vous voulez. En cancérologie, si vous avez des cancers du sein, ben voilà, si vous avez des cancers du sein, 95% des cancers du sein, si vous ne les traitez pas, les femmes vont mourir. Très vite. Et donc, du coup, vous devez dimensionner l'offre de soins en fonction de la demande de soins. Pareil pour le VIH. Mais nous, c'est pas pareil. Nous, c'est pas pareil à cause de tout ce que je vous ai dit au début. Comme tout ça est intriqué dans la société, tout ça est intriqué dans des représentations, etc., ben vous allez avoir des demandes de soins qui vont dépendre de... les gens sont perdus et ils vont aller voir. Et puis qu'en plus, la question de la santé mentale parasite tout. Et on le voit dans plein de pays. Dès que vous augmentez l'offre de soins, la demande de soins augmente et elle augmente sans limite. Et les limites vont être... ce que dit l'épidémiologie pédopsychiatrique, et elle dit, j'allais dire un peu n'importe quoi, c'est un peu n'importe quoi si vous voulez, vous avez vu les prévalences de troubles, en gros c'est la NCS Adolescent Supplement, là, l'étude, la plus belle étude d'épidémiologie qu'on a fait en pédopsie aux États-Unis début des années 2000, vous avez quasiment 20% de prévalence lifetime de troubles pédopsychiatriques chez les adolescents. Vous imaginez, s'il faut qu'on prenne en charge un adolescent, enfin un enfant, c'est pour enfance et adolescence, hein, si un être humain sur 5, dans son enfance et dans son adolescence, il faut qu'il ait un rapport avec la pédopsychiatrie, c'est juste impossible. C'est juste impossible, et je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Compte tenu de ce qu'on a dit, c'est-à-dire la psychiatrie, c'est être en rupture dans son comportement, etc., etc. C'est pas juste être malheureux parce que on m'a dit que j'étais trop gros à l'école. Vous voyez, il y a une... mais comme dans l'imaginaire, rien n'est vraiment bien conceptualisé, eh ben, l'épidémiologie mesure ça, et du coup, on ne sait pas quoi en faire. Donc, premier point, l'épidémiologie ne sert pas à grand-chose pour l'organisation du système de soins. Deuxième chose, on ne peut pas penser à un système de soins sans son histoire. Et ça, c'est particulièrement vrai en pédopsychiatrie, où il y a eu l'éducatif, le judiciaire, la protection de l'enfance et le sanitaire, qui se sont toujours chamaillés les enfants qui avaient des problèmes pédopsychiatriques, partout. Avec d'ailleurs des mots qui ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Par exemple, en France, on a la notion de médico-social, qui n'existe pas dans la plupart des autres pays. Aux États-Unis, ils ont beaucoup special education, où du coup, on voit que c'est l'éducation qui a pris le pas, vous voyez. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas penser à un système de soins sans savoir déjà comment il est, parce que dire on va faire comme ça, alors ça, moi, le seul endroit où j'ai vu que ça marchait un peu, c'était en Australie, parce que c'est un pays tout neuf, quoi. Et qu'ils ont une habitude de santé publique, et que du coup, en Australie, ils ont vraiment pensé top-down un système de soins pédopsychiatriques. Et c'est assez, donc avec une hiérarchie d'accès aux soins, très rationnelle, etc. Et c'est, comme ils ont en plus de l'argent, c'est pas mal fait.
Mais ça serait par exemple inapplicable en France, parce qu'en France, on est obligé d'organiser le système de soins avec les professionnels de santé tels qu'ils sont, quoi. C'est juste impossible de leur dire du jour au lendemain, vous allez faire comme ça, vous allez faire comme ça. Hein. Ils ont 40, 50, 60 ans, ils sont comme ça. Et donc, on ne peut adapter les choses qu'à la marge et tout doucement. Et le troisième point, c'est que les ressources ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Par exemple, en Afrique, il y avait une collègue, Olayinka, qui disait, pour la pédopsychiatrie, nous ne sommes pas un low income country, a low resource country, nous sommes a different resource country. Parce qu'ils ont une structure de la société, des familles très élargies, où les tantes, tout ça, vont s'occuper des enfants très facilement, sans aucun problème. D'ailleurs, j'ai toujours été très étonné de voir des collègues pédopsychiatres, professeurs de pédopsychiatrie au Nigeria, avoir 7 enfants. Alors, je dis, mais comment tu peux faire, avoir 7 enfants, être professeur de pédopsychiatrie? Enfin, il n'y a pas de problème, ce sont mes sœurs qui s'occupent de mes enfants. Et c'est pour elles, c'est complètement normal, quoi. La famille est élargie et tout le monde s'occupe des enfants de tout le monde. Et c'est naturel. Et donc, bien sûr qu'il faut utiliser ces ressources qui sont très propres au pays quand vous pensez à l'organisation du système de soins. Donc, du coup, il n'y a pas de recette universelle. Et du coup, ça doit être vraiment bottom-up, c'est-à-dire on doit partir de la réalité du soin et de construire petit à petit quelque chose de rationnel en fonction de l'evidence-based medicine et de toutes ces choses. Alors, quand même, pour terminer, est-ce qu'il y a quelques pistes? Alors oui, et donc ça c'est vraiment comment penser la pédopsychiatrie de demain. Je pense qu'il faut, ça c'est vraiment notre responsabilité de nous réunir comme ça et de nous dire finalement qu'est-ce qu'on veut faire de notre discipline. Et je crois qu'il y a des choix drastiques à faire. Alors j'aime bien ça. Mais bon, après c'est normal, les choix drastiques, on peut ne pas être d'accord. Par exemple, je pense que le soin primaire en santé mentale, et je ne dis pas en pédopsychiatrie, le soin primaire en santé mentale doit être démédicalisé complètement. C'est-à-dire la première ligne d'accès aux problèmes de santé mentale, à l'école, etc., ça doit être psychologue, orthophoniste, psychomotricien, travailleur social, pédagogie, etc. Pour plein de raisons, parce que d'abord, on est peu nombreux, donc du coup, on ne doit pas s'occuper de ça. Et pour la deuxième raison, c'est que je crois que c'est même pas bien. Vous voyez, pour toutes les questions identitaires que je vous ai dites tout à l'heure, c'est que c'est bien que la première porte d'entrée de l'expression d'une souffrance psychique chez les enfants soit démédicalisée pour qu'il y ait une espèce de liberté de parole, d'absence d'autorité, de pouvoir dire, mais finalement, comment vous êtes, vous, famille? Comment tu es, toi, enfant, adolescent? Vas-y, explique-toi. On est entre nous, quoi. Il n'y a pas de psychiatre dont on a toujours un peu peur qu'il assène une vérité sur ce que je suis. Alors bien sûr, j'allais dire avec une supervision, non, pas une supervision, une intervision de pédopsychiatre, vous voyez, une demi-journée par semaine pour discuter de cas qui semblent un petit peu plus difficiles. Mais vous voyez, et éventuellement à distance, pour ne pas trop perdre de temps, parce qu'il ne faut pas qu'on perde notre temps. Donc, le soin primaire doit être démédicalisé pour plein de raisons. 2, nous devons nous focaliser sur les ruptures. Pour moi, c'est un mot essentiel. Voilà. Nos patients doivent être, s'ils sont patients, c'est qu'ils sont en rupture. Et je pense que vous voyez ce que je veux dire. Alors vous me direz, comment on définit une rupture? Ouais, d'accord, mais réfléchissez à ce que vous avez été quand vous êtes malade. Si vous voulez, on peut avoir une petite grippe et on dit qu'on a une crève, on n'est pas en rupture. Même si on a un virus grippal. Mais vous avez déjà eu une grippe où vous êtes coincé au lit et vous ne pouvez plus bouger, vous êtes en rupture. Et à ce moment-là, on a besoin d'aide. Vous voyez, et avec la vie psychique, c'est pareil. Par moment, on ne va pas bien. Là, on a tous pas forcément été très bien dans les 2 années qui viennent de se passer, faut être honnête.
Donc il y a des moments où on est irritable, on a le cafard, on boit un peu trop, etc. Et même on peut avoir des idées, dire merde j'en ai marre, ça me fait chier, etc. Mais on n'est pas vraiment psychiatrique. Hein. Voilà. On est psychiatrique quand il y a une rupture. Premier point. Et deuxième point, l'autorité. Je pense on sous-estime l'importance du statut social du médecin en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent avec la position d'autorité qu'il ou elle représente. Et que non pas les non-médicaux. Alors après, il y a des questions qui se posent, c'est la prévention. Alors c'est vrai que dans notre métier, la prévention, c'est très important. Eh bien, je pense que nous ne devons pas être impliqués dans les actions de prévention. Alors ça fait bondir mes collègues. Ou alors comme simple témoin, si vous voulez. Pourquoi? Parce que les actions de prévention relèvent du politique. Hein, la lutte contre la maltraitance infantile, c'est un choix politique. Et l'autorité du politique, c'est l'élu. C'est pas le médecin. Vous voyez, donc quand on parle dans des médias en tant que médecin sur des actions de prévention, c'est un peu un abus de position d'autorité. C'est pas démocratique. Nous disons des choses, nous l'affirmons, et quand ils disent, ah ben voilà, c'est en plus le professeur machin, etc., psychiatre, qui dit que, vous voyez, pour les masques par exemple, on dit, est-ce que les masques sont mauvais pour les enfants? Ben franchement, quelle est notre légitimité pour dire ça? Enfin, qu'est-ce qu'on en sait? Il y a beaucoup d'études sur le masque. Alors on dit des trucs de bon sens, mais est-ce que notre statut social, c'est de dire des trucs de bon sens? Alors peut-être, mais moi je pense que nous pouvons témoigner, vous voyez, c'est-à-dire que nous devons avoir un effort de langage, de dire, bon bah écoutez, vous me posez une question, mais en tant que médecin, j'ai rien à vous dire. C'est pas mon métier. Alors après, j'ai une expérience, je peux vous transmettre mon expérience. Donc je vois beaucoup d'enfants, et pour les masques, bah, moi je dirais que j'en ai quand même vu plein où ils s'en foutent complètement, et puis j'en ai vu, ça les dérange. Et j'en ai vu où ils étaient ravis. Beaucoup de patients TSA, je dis alors le masque, ah non c'est bien, non c'est bien. Et ce qui est curieux, c'est que quand on dit ça dans les médias, du coup ils nous invitent moins. Et donc la prévention, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas mélanger l'autorité politique et l'autorité médicale. Et puis je terminerai sur la question de la chronicité, alors là qui est une vraie question. Parce que quand même en pédopsychiatrie, il y a des problèmes chroniques. Et vous savez aujourd'hui qu'en médecine en général, il y a un vrai questionnement autour de la prise en charge de la chronicité. Par exemple, dans le diabète de type 2, dans l'asthme, la BPCO. Et quand vous regardez, même dans le cancer, eh bien, il y a une démédicalisation des prises en charge chroniques en médecine. Vous voyez, par exemple, l'éducation thérapeutique dans le diabète est de plus en plus démédicalisée complètement. Parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait mieux. Parce que les patients sont plus observants quand ce n'est pas un médecin qui leur dit de faire les choses. Quand c'est un infirmier ou une infirmière, en fait, ça se passe mieux. Eh bien, je crois qu'il faudrait qu'on fasse la même chose. Je crois qu'il faudrait démédicaliser ce qui relève de la chronicité. Alors ça choque beaucoup mes collègues français. Hein. Et vous voyez par exemple les notions de recovery, de rétablissement, qui sont vraiment une véritable innovation conceptuelle dans le champ de la chronicité. Hein. C'est que, en fait, le patient chronique, on doit l'aider à pas seulement retrouver sa place, mais à réaliser qu'il est, malgré ses problèmes, un être humain à part entière. Eh bien ça n'a rien de médical. Ça n'a rien de psychiatrique. Ça appartient vraiment à d'autres personnels de santé. Ben voilà ce que je voulais vous dire. J'en ai sûrement dit trop, mais merci de m'avoir écouté.